Jean-Célestin Diangue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'Arène une nouvelle fois. Nous avons décidé de faire cette série avec vous. Et ce soir, nous parlerons certainement de notre métier. Comment il est pratiqué, comment il est pratiqué par la diaspora camerounaise et comment il est pratiqué par J. Rémi Gono. C'est bien ça? Ça sera ça, mais ça ne sera pas que ça. D'abord, bonsoir à J. Rémi Gono, que j'ai plaisir vraiment à retrouver sur un plateau. Bonsoir, M. Diangue. Merci beaucoup. On parlera effectivement du métier, mais en dehors de ça, ou avant ça, je voudrais dire un petit mot déjà, parce que JP, il vient de Madrid, où il est allé sur probablement notre Kylian Mbappé, mardi, qui était présenté au Bernabéu. Pas encore présenté. Il a déjà signé. Il a déjà signé, mais pas encore présenté. Il a signé mardi, lundi, mardi. Et je voudrais prendre ce moment d'actualité pour vous demander quel regard vous portez sur le conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP. C'est une honte. Pour qui? Pour le gouvernement camerounais. Une honte parce que voilà un gouvernement qui a accueilli justement Kylian Mbappé, qui ne joue pas pour l'équipe du Cameroun, mais pour la France. Tambour Bertin. Le même gouvernement camerounais a devant lui le plus grand joueur de l'histoire du football africain. Parce que je le dis pour l'instant... Devant Roger Mila? Vous parlez de Samuel Eto'o, c'est ça? Devant Roger Mila? Laissez-moi finir. Oui, mais il faut préciser. J'ai dit... Roger Mila n'a pas eu la chance sur le plan professionnel. Il avait beaucoup de talent comme Jean-Louis Mama. De tonnerre qu'à la raccord. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire, quand vous regardez le talent de Mila, mais vous n'allez pas voir que Mila a eu une Ligue des Champions. Il n'a pas évolué dans un grand club. Il a gagné, certes, la Coupe de France, mais vous savez, Samuel Eto'o, qui allait au Real Madrid, justement, avant d'aller au Barça. Même s'il n'a pas joué, c'était sa première Ligue des Champions. Il était inscrit sur la feuille de match. Voilà. Il va à Barcelone. Il a quand même gagné 2 Ligues des Champions. Il a terminé Pichichi. C'est le meilleur buteur. Meilleur buteur. C'est-à-dire que les Messi le respectent. Nous prenons Messi comme Dieu. De Cristiano Ronaldo. Eux, ils disent qu'ils s'assoient avec Eto'o sur le même banc. Samuel Eto'o est parti à Inter. Il a remporté la Ligue des Champions. Mais avant cela, c'est monsieur qui a donné au football camerounais avec l'équipe olympique. Il ne jouait pas seul. Mais il a remporté les Jeux olympiques. Il a remporté 2 Cannes en 2000 et 2002. Il est le meilleur buteur de l'histoire du football, de la sélection du Cameroun. Il est le meilleur buteur. Et il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a 4 ballons d'or. Il n'y a que 2 personnes qui ont ça. Avec Yaya Touré. Lorsque ce monsieur arrive, il aurait pu, parce que beaucoup d'autres Camerounais ont accepté vendre leur talent ailleurs, comme Mbappé. Le père de Chouameni, c'est un pharmacien. Il a refusé que Chouameni vienne dans ce qu'il appelait le merdier camerounais. Mais Samuel Eto'o avait la possibilité de jouer dans n'importe quel club, y compris l'Espagne, qui justement manquait d'avant-centre. À l'époque de Raoul, quand même. Vous vous rendez compte que... À l'époque de Raoul, manquait d'avant-centre. Non, mais attends, on te fait comprendre que Samuel Eto'o a été... Si tu veux dire que Raoul est supérieur à Samuel Eto'o, alors là, bravo. Non, vous avez dit il manquait. Voilà. Il manquait, mais il y avait Raoul. Samuel Eto'o est un avant-centre que tu ne peux pas comparer à Raoul, parce que Samuel Eto'o est le seul joueur, aujourd'hui, qu'on a vu jouer défenseur, latéral. On l'a même vu jouer, on l'a même vu jouer gardien de but. Raoul ne l'a pas fait. Il est venu dans les Lions indomptables. Maintenant, vous me demandez ce que je pense, parce que les élections ont été organisées. Ces élections, Samuel Eto'o les a gagnées. C'est des élections démocratiques. Oui, personne ne conteste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un mandat de tel nombre d'années. Mais au cours du même mandat, chaque jour,
on vous demande votre bilan. On me dit donc que Samuel Eto'o a échoué. C'est pour ça que j'ai dit, regardons le bilan de Samuel Eto'o. Oui. Donc, je ne vais pas y revenir pour dire tout simplement que même quand on dit qu'il a échoué, il faut savoir que le Cameroun n'avait jusque-là que eu 4 victoires en Coupe du Monde depuis toute son histoire. C'est-à-dire que quand tu penses tout simplement, la meilleure Coupe du Monde du Cameroun, c'était en 90. Après ça, c'était des échecs. La dernière victoire du Cameroun remontait en 2002, où justement, le Cameroun ne bat que l'Arabie Saoudite. Sur un but de Samuel Eto'o. Sur un but de Samuel Eto'o. Il revient. Le Cameroun, qui rentrait de la Coupe du Monde avec 0 points, rentre avec 4 points. Le Cameroun qui n'avait jamais battu le Brésil, qui prenait toujours 3-0, 4-1 et tout et tout. Le Cameroun bat le Brésil. On dit, il a totalement échoué. Okay. J'ai dit, ok. Donc quand Samuel Eto'o arrive... C'est un grand joueur. Et il le revendique d'ailleurs à haute voix. Oui. Mais le manager, très on questionne le manager ici. Je vais Quand il a pris le leadership de l'équipe nationale après Patrick Mboma, je vais vous dire. notre sélection n'a pas eu de... ce sont, j'ai envie de dire, ce sont les hiboux qui le disent. Les hiboux disent que quand il a pris les rênes de l'équipe nationale, quand il a pris le brassard en 2010, on a relevé qu'il y avait des problèmes de management de l'équipe nationale 2010, 2014, les 2 Coupes du Monde. Nous avons tous vu le scandale au Brésil avec les bagarres en interne, alors que Samuel Eto'o était capitaine. Quand Didier Drogba, qui était vanté en Angleterre, était avec les éléphants, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Le seul ballon d'or africain devenu chef d'État, c'est Weah. Qu'est-ce qu'il a gagné avec sa sélection? Rien. Et pourtant, il y avait toujours des bagarres. Et maintenant, vous dites qu'il y a eu des bagarres depuis que ça Non, c'est les hiboux qui disent. Oui, mais donc, je vais vous dire une chose. La réalité... Et le mot hibou est de Samuel Eto'o. La réalité du football camerounais, c'est qu'il a toujours été utilisé pour détruire les icônes. Je vais vous parler de ça. C'est-à-dire que un monsieur s'appelait Njoléa. Njoléa... Alors vous parlez duquel? Parce qu'il y a Eugène et puis il y a... Eugène Njoléa. C'est-à-dire que c'est lui, c'est-à-dire qu'il a réussi cet exploit. Parce que c'est lui qui part du Cameroun en 51. Il arrive en France. Il est d'ailleurs le premier joueur professionnel de la France. Et le premier à remporter justement la coupe avec Saint-Étienne. Tout à fait. C'est un monsieur qui est arrivé et qui même est devenu diplomate. Par la suite, il a créé l'UNFP aussi. Par la suite, il va créer en France ce qu'on appelle l'UNFP. Nous sommes en 1961. Et il connaissait les BIA à l'époque. Il va même devenir même le ici, secrétaire. on retrouve BIA. Oui, justement, parce que je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est dangereux. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est dangereux et pourquoi je reviens sur ça. Parce que cette histoire de football, il faut savoir que c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et qu'on utilise les Camerounais parce que les Camerounais n'ont pas le temps de se ressourcer au niveau de l'histoire. Parce que parfois on vous dit, c'est parce que Samuel Eto'o ne connaît pas le management, il est analphabète et tout. Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit qu'il était Bon, j'ai dit ce que les autres disent. Mais je vais vous dire que Njoléa, quand il crée l'UNFP en France, il est méga star. Il rentre chez lui en 73. Il dit, je vais apporter le professionnalisme. Première des choses, on refuse. Il demande l'aide de l'État parce que le conseil, enfin, c'était la CAF et puis le CSA qui va refuser cela. Il se dit qu'il aura le soutien de l'État du Cameroun. Mais Biya était quand même secrétaire général et il vient voir son camarade avec qui ils étaient ici. Et Aïdjo était président. Oui. Et Diallo. C'est Aïdjo le président, le responsable. Mais vous connaissez Biya partout. Monsieur, si je vous connais, si je vous connais et vous êtes chef du gouvernement ou secrétaire général, je préfère passer par vous parce que je vous connais que de passer par la hiérarchie que je ne peux pas atteindre. C'est pour ça que je vais dire que je finis justement sur ça pour dire qu'il n'y a jamais eu ça. Il n'y a pas eu de professionnalisme au Cameroun. On l'a chassé. Il est mort dans la pauvreté. Et voilà comment est-ce que le football camerounais est resté dans l'amateurisme lourdeau. Alors, j'en profite pour le dire, puisque vous en parlez, que je fais partie d'une commission, en tout cas, qui est en train d'organiser un hommage spécial à Eugène Njoléa, à travers notamment un ouvrage qui va sortir, je pense, d'ici la fin du mois de juin. Et dans le contexte des Jeux Olympiques, il y a une exposition itinérante aussi qui est prévue pour vraiment lui rendre toute sa place, parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, pas seulement pour la France, mais même au niveau africain, et il a essayé de le faire pour le Cameroun, et malheureusement... Parce qu'il est même venu organiser 6 foot en 1983. Le Cameroun ne l'a pas reconnu en tant que tel. Alors, Anani nous disait tout à l'heure que ça fait 20 ans que
vous dénoncez, puisque votre journalisme d'investigation, c'est un journalisme de dénonciation. Je n'avais pas appris ça, moi, quand je faisais les écoles de journalisme et tout cela, que quand on est journaliste d'investigation, tout le travail qu'on a, c'est seulement de dénoncer. Depuis 20 ans que vous dénoncez, ça a donné quel résultat? Première des choses, puisque vous avez appris dans l'école de journalisme, je vais vous dire, moi je fais de l'angonothérapie. Ok. Je vais vous dire, quand Renaudot faisait sa gazette en 1600 quelque chose, voilà, oui, c'était au face. Voilà. Ce n'était pas ce style de journaliste qu'on a dit. Maintenant, quand tu arrives à Albert Londres, son journaliste, c'était quoi? C'était la dénonciation. La dénonciation ayant pris Albert Londres. Toi, tu n'as pas appris ça? Non, j'ai appris, mais c'est pas, attends, j'ai fini. la seule forme de j'ai fini. Il y a des choix. Il y a des choix journalistiques. Vous pouvez être journaliste culturel. Vous pouvez être le porte-parole de ceci et cela. Vous savez, c'est comme on appelle dans le journalisme une ligne éditoriale. Et il y a les journaux de gauche, il y a les journaux de droite, il y a les journaux pro-gouvernementaux. Cameroun Tribune ne va jamais dire que Paul Biya a mal fait quelque chose. Oui. C'est que leur journalisme, la CRTV, c'est que Paul Biya est le meilleur. Je repose ma question. Le directeur général a dit que c'est le tam-tam. Oui, c'est le tam-tam de Paul Biya. Je repose ma question. Vous dénoncez depuis 20 ans, pour quel résultat? C'est quand même clair la question. Le résultat est là. Il est où? Première des choses. Si vous ne voyez pas ce résultat, je vous dirais que, première des choses, c'est grâce aux dénonciations de J. Mingono sur l'affaire Martinez-Zogo, que j'ai lancé avant, qu'il y a eu ça. Je peux vous dire que j'ai mené un combat contre Nandoua, qui était ministre des Forêts à l'époque, avec sa femme qui était chargée du contrôle. J'ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Il a dit qu'il allait finir avec moi, comme ils disent souvent. Nandoua a eu à quitter le gouvernement parce que tellement je parlais de lui. Bokam était au commissariat central ce qu'on peut appeler un tueur en série. Il avait été recruté uniquement pour ça. Mais je l'ai surnommé Kabila. À force de dire chaque jour Kabila, il a tenté de me kidnapper, de me tuer moi-même. Et je suis venu dénoncer. 2 semaines après, il n'était plus là. Si vous croyez que nous pouvons construire le Cameroun en un jour, et que tout ce que nous faisons là n'apporte pas, alors vous allez poser la question à l'eau. Goutte par goutte, l'eau finit par détruire un roc. Oui, mais ça veut dire quand même que pour l'instant, le roc continue à résister. Si le roc résiste, il peut avoir des failles. Mais en même temps, l'être humain ne doit pas être dans la résignation. L'être humain doit justement adapter ce qu'on appelle la vie est un combat. Il faut se battre. Et c'est pour cela que moi, mes combats ne cesseront que le jour où je vais mourir. Je me suis assigné un rôle. Essayez de dénoncer les tares de la société. Essayez d'être le chiot qui aboie derrière les puissants. Même si continue à manger, mes hurlements, mes aboiements font qu'ils perdent l'appétit. Ça c'est ce que vous pensez. Est-ce que c'est plus facile de dénoncer quand on est à l'extérieur que de le faire de l'intérieur? J'ai l'impression que vous auriez souhaité que je finisse comme Martinez. Je n'aurais rien souhaité du tout. Je pose des questions. Mais on m'a appris que le journaliste pose des questions. J'essaie de poser des questions. Donc, je vous dis ceci. Oui. Il n'existe pas, même De Gaulle qui était général, c'est de l'extérieur qu'il est parti s'organiser. Et je vais vous dire, à l'extérieur, parce que moi, j'ai risqué ma vie. Moi, je sortais de la prison et que j'ai été interdit d'exercer la profession de journaliste. Moi, j'ai été violenté, agressé chez moi avec des armes devant Gassam, Dieudonné Gassam, un autre journaliste, où on m'a dit à plat ventre, devant mon père, devant mon épouse, devant mes enfants. Et il y a
Je vais vous dire. Tous les ans, il y a des centaines de journalistes qui sont emprisonnés, qui meurent. C'est un métier à risque, malheureusement. C'est un métier à risque, oui. Mais c'est Rouvenargue qui disait déjà, mieux vaut un soldat qui s'enfuit pour perdre un combat et qui plus tard pourra avoir à être héros dans une autre bataille. Mais vous un l'âge vivant qu'un héros mort. Donc, pour l'instant, lorsque je suis ici, les outils de communication que j'utilise me permettent de diffuser au Cameroun. Nous ne mettons pas en ondes courtes comme à l'époque. Aujourd'hui, le monde est devenu un grand village. Les frontières étaient les cicatrices de l'histoire. Aujourd'hui, les moyens de communication n'ont plus de frontières. Il n'y a donc pas à se positionner à Yaoundé pour aller dénoncer à Yaoundé, puisque de toutes les façons, vous savez que dès que vous dénoncez à Yaoundé, direct, c'est après Kondengui. Alors, vous l'avez dit aussi, je vous cite, c'est un ministre qui vous l'aurait dit, quand vous êtes en train de bien travailler, on vous soupçonne de vouloir prendre la place du président de la République. En fait, vous irez jusqu'à dire que le président de la République nomme des ministres pour qu'ils travaillent mal et que les Camerounais souffrent, ou alors vous dites que c'est une coïncidence ou un hasard. Il y a un proverbe africain qui dit « Le poisson pourrit par la tête, oui. et non par la queue. » Oui. Un autre proverbe chinois dit aussi que tu prends un morceau de bois, tu le jettes dans l'eau, il ne deviendra jamais poisson. Bon, peut-être donc qu'il a pris les morceaux de bois pour qu'il se transforme en poisson pour le peuple camerounais qui a trop faim. Le résultat est que lorsque nous essayons de regarder tout ce qui a été fait, le livre des chevins de Paul Biya, c'est le prince. Ça n'a pas encore été confirmé. Niccolo Machiavelli. Oui. Et deuxième des choses, quand on dit, est-ce que le chef d'État choisit les mauvais collaborateurs? Moi, je vois juste des résultats. Le résultat est que le Cameroun aujourd'hui est endetté pour 13, vous vous rendez compte, 13 milliards. C'est incroyable. On vous fait comprendre que le Cameroun aujourd'hui est un pays très pauvre et très endetté. On vous fait quand même comprendre que pour terminer une route au Cameroun, c'est par segment pendant 10, 20, 30 ans. Et le même ministre reste. Cela veut dire que les fainéants sont bel et bien préservés au lieu des gens compétents. Parce que vous ne pouvez pas me dire, par exemple, que dans d'autres pays, on voit comment ça évolue, mais on vous voit quand même, on vous montre quand même un ministre qui sort de la prison. Après avoir eu à faire une belle excursion en Kabangondo, au Nigeria, et on vous dit, le gars, il a été gracié par le président de la République après avoir restitué 1,2 milliard. Le salaire de ministre, c'est 1 million. Abandon de poursuite. C'était l'abandon de poursuite, pas la grâce. Abandon de poursuite. Vous parlez bien c'est pas la même chose. Monsieur, calculez juste le salaire de ministre. Oui. Comment vous faites pour vous retrouver avec 1,2 milliard pour rembourser à l'État? Vous avez travaillé combien de temps? Le salaire de ministre, c'est 1,5 million. Alors, monsieur Tongué, certes, vous voulez voir vos enfants grandir, mais dites, pour que mes enfants grandissent, ils ne doivent pas souffrir. Ils ne doivent pas être des souriceaux. Ils ne doivent pas être justement ceux-là qui n'ont même pas de miettes. Nous devons dénoncer cela. Si jamais aujourd'hui, lorsqu'on essaie de regarder un ministre du Cameroun qui se lève, qui vous dit que le SMIC, c'est normal qu'il soit 36 000 francs. Quand vous étiez à l'université, peut-être quand il était à l'université, il sait qu'il avait la bourse. Aujourd'hui, c'est les étudiants qui payent l'école. Je n'ai jamais eu de bourse, bon. Mais j'ai bien été à l'université. Oui, oui, tu vas dire rien. On va chercher les bourses. Mais c'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on parle de la médiocrité, c'est pour vous dire que il y a des Camerounais qui veulent bien faire quelque chose, mais qui malheureusement, à une certaine période, vous constatez que c'est les mêmes qui tournent, qui reviennent, c'est le même disque rayé. Regardez le taux de la jeunesse camerounaise, c'est 70%.
Qu'est-ce que vous appelez jeunesse camerounaise? C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui, c'est pas moi qui dis, c'est l'ONU qui dit, les statistiques au Cameroun montrent, même pas 70, ils disent que le Cameroun a une population jeune de 70%. Mais ça ne veut rien dire ça, parce que quand vous parlez, c'est un sujet que je connais très bien, parce que quand vous parlez de la jeunesse, vous me dites les 15-30 ans ou les je sais pas quoi, ont tel Bon, c'est donc les vieux sont donc majoritaires au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que les jeunes, ça ne veut rien dire. Les vieux sont donc majoritaires, c'est bon. Tout le monde sait dans les statistiques. C'est vrai que le Cameroun est l'un des rares pays où vous ne savez même pas, vous-même vous n'avez jamais été recensé, je suis sûr. Non, j'ai été recensé. Quand? En quelle année? Vous n'avez pas été recensé. Vous avez été recensé quand? Il y a très longtemps. Quelle année? Je que vous n'avez jamais été recensé. En 2005. Ce que vous voulez dire, c'est que 70% de la population à peu près du Cameroun, mais comme du reste de l'Afrique d'ailleurs, a moins de 25 ans. Oui. Voilà. Il ne faut pas dire les jeunes ou les jeunes, ça ne veut rien dire. Donc, donnez le pourcentage. Donc, quand on a 25 ans, on est vieux. Non, mais il faut le dire que les moins de 25 ans représentent à peu près 70% de la population. Ah oui, mais alors moins de 25 ans égale jeune. Mais pourquoi tu veux tourner en rond, monsieur Djangé? Non, mais c'est important de préciser. Parce que dans nos pays, on considère aussi qu'à 30 ans, et les plus de 80 ans, on considère qu'à 30 ans, on est jeunes aussi. Les plus de 80 ans représentent quoi? Combien? C'est pas les plus nombreux. Non, mais donne les statistiques, non? C'est pas les plus nombreux. On inverse simplement. Ben oui, c'est pas les plus nombreux. On vous dit que les moins de 25 à 70%. 30%. Mais donc, vous voulez dire que la tranche de 40 ans, là, 50 ans, vous mettez où? Vous voulez dire que c'est perdre dans ces statistiques. Monsieur Djangé, posez-moi les questions. Je vous les pose. J'ai Pierre Mungono. On a l'impression que votre journalisme d'investigation, on a dit, qui est basé beaucoup sur la dénonciation, est aussi un journalisme qui infiltre beaucoup plus les ministres qu'autre chose. Vous avez donné plein d'exemples. Un ministre vous a dit, vous étiez avec un ministre, les réseaux, un ministre a fait ça, un ministre conseillé d'avoir les réseaux. C'est quand même extraordinaire. Parce que vous dénoncez chaque fois ce que fait le gouvernement, mais systématiquement, vous avez les ministres, j'ose croire, du gouvernement ou du gouvernement passé, qui vous informent. Je vais vous dire. Vous êtes une taupe? Je vais vous dire. Vous êtes une taupe? On ne parle pas de taupe en journalisme. On ne parle pas de taupe. Vous ne pouvez pas. Mais c'est la même fonction. Mais attendez. C'est la même fonction. J'ai l'impression si vous êtes infiltré. Les sources d'information, monsieur. Alors, monsieur, vous faites quel journalisme? C'est pour ça que vous n'avez pas d'information. Première des choses, je vais vous dire, monsieur Djangé, monsieur Djangé. Oui, monsieur Djangé. Monsieur Djangé, je vais vous dire. Première des choses, que ce soit dans le gouvernement ou dans l'opposition, je dois avoir des relations. Quand vous allez à l'Élysée, il y a l'accréditation. Oui. Si je veux avoir une information dans tous les ministères, ce n'est qu'au Cameroun où il y a la rétention de l'information. Ah visiblement non, puisque au Cameroun, vous avez des ministres qui vous informent. Monsieur, vous avez donc des sources d'information auprès des ministres. Mais monsieur, ce n'est pas je continue à vous dire, on ne peut pas faire du journalisme si on ne connaît pas ce qui se passe à Etoudi. Mais ce qui se passe à Etoudi, ce qui se passe dans les ministères, et en même temps, vous savez que pour faire le recoupage d'une information, je suis en train d'accuser un ministre pour détournement. Vous savez que le BABA demande qu'on recoupe l'information. Oui, bien sûr. On fait comment? Vous demandez à ce ministre ou à son collaborateur, voici votre dossier. J'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Alors, la plupart des cas, qu'est-ce qu'ils font? Oh non, celui-là, c'est... Moi, dès que je vous contacte, pour que vous me donniez vos éléments de défense, parce qu'il faut préciser ça aux téléspectateurs que nous, journalistes, nous sommes obligés de recouper l'information. L'information, tu ne vas pas seulement la découper au quartier, c'est à la source. Donc, en faisant les recoupements, on n'est pas obligé de devenir amis ou de faire la bise sur la joue. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas n'importe qui, à une certaine période, qui va en même temps te donner une information. Et retiens une chose. Je te donne un cas. Je n'ai même pas besoin des ministres. Je peux même passer par la secrétaire ou le secrétaire ou même son garde du corps. En tout cas, c'est vous qui m'avez conseillé d'avoir des réseaux ministériels. Voilà. Vous avez vu que quand vous étiez à Radio Scientou, vous partiez couvrir des événements, que ce soit au niveau du gouvernement ou à tel ou tel endroit. Je ne vous interdisais pas, je ne vous disais pas que allez à tel ou tel endroit. Mais pourquoi est-ce que vous ne me posez pas de questions quand j'ai dit à l'antenne
que j'ai reçu M. Kamto. M. Kamto cause avec moi. Oui, j'ai dit que j'ai dîné avec lui. Oui. M. Nietzsche cause avec moi. Mais où est le problème? Moi, ce que je veux, c'est équilibrer l'information et surtout recouper l'information, parce que parfois, vous avez constaté, par exemple, sur l'affaire de Rio Del Rey, qui a coûté la mort aux journalistes qui ont été enfermés par un certain Laurent Esso, qui était secrétaire général à la présidence et qui par la suite aujourd'hui a été promu ministre d'État chargé de la justice. Oui, oui. Voilà. Vous vous rendez compte que dans ces dossiers-là, je les avais également. Mais au moment où je devais recouper, j'ai constaté que c'était un peu très difficile. Et je vais vous donner un autre exemple. Je suis ici, on m'annonce la mort de Paul Biya. Nous sommes en plein Covid. Et des gens m'accusent d'être des mèches de ne pas annoncer. Pourquoi? Parce que je dois aller au niveau d'étudier, savoir où se trouve le président. D'autant plus que vous savez, quand il dort, quand il se lève, vous l'avez dit tout à l'heure. Et ne vous en faites pas. J'ai clairement d'ailleurs dit, j'avais d'ailleurs clairement même donné... Je ne sais pas si c'est son épouse qui vous informe. Bon, je ne voudrais pas... Cela veut dire que voilà un journaliste qui me demande que je ne sais pas qui... Vous savez que nous ne le disons pas. Si c'est un amateur qui me pose une telle question... Vous pouvez me le dire. Mais vous savez qu'un journaliste... Il n'est pas obligé de donner ses sources. Voilà, il n'est pas obligé de donner... Donc ne me parlez pas de qui... Le journaliste donne ses sources, mais les protège. Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai été au Cameroun. Comme je vous ai dit, je peux avoir aussi des amis, et d'ailleurs, je n'ai pas manqué de vous le dire, qui peuvent être dans le gouvernement, puisque le Cameroun... je le reprécise, n'appartient pas tout simplement à un parti politique. D'accord là-dessus. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, pour moi aujourd'hui, je suis obligé, et parfois je vais vous donner une autre information, peut-être ce n'est même pas moi qui appelle. Je demande à un de mes réseaux, contacte tel et confirme-moi ceci, envoie-moi des éléments. C'est comme ça que je procède, parce que je ne peux pas appeler tout le monde. Mais quand vous avez ce qu'on appelle un réseau tentaculaire, ça vous permet d'activer à tel endroit et on vous donne l'information. La preuve, c'est que comment vous pouvez par exemple dire, savoir comment moi j'ai donné d'avance que Martinez Zogo allait... Je l'ai suivi, effectivement. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on vous entende sur cette question. Oui, mais il fallait entendre le journaliste américain qui a annoncé l'attentat contre... Non, je vais dire, ça peut aider. Ça peut aider pour l'enquête. Ça, c'est le journaliste... Non, mais ça peut aider pour l'enquête, je dis. N'ayez pas peur. Une audition, c'est pas pour vous connaître. Alors, on n'auditionne pas des journalistes qui donnent des informations. On n'a jamais auditionné dans un pays démocratique un journaliste qui a donné une alerte, même à la bombe. On n'a jamais auditionné. Vous êtes en France, ne croyez pas que vous êtes ici. Convenons. Bon, là, c'est pas les écoutes téléphoniques, monsieur. Mais convenons avec Hubert Beuve-Méry que le journalisme, c'est le contact et la distance. Et Jean Cessin et Djanguet est en train de vous soupçonner de ne pas prendre la distance après le contact. Pas assez de distance. Pas assez. Après le contact. Parce que vous avez cité des journalistes avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'affection. Vous pouvez regarder la bande après l'émission. Parfois, oui, des ministres avec affection. Vous pouvez regarder la bande après l'émission. Vous aviez les yeux qui brillaient parfois lorsque vous évoquiez certains noms. Au point qu'on peut soupçonner que vous êtes devenus des amis. Est-ce que, au sein de l'appareil, vous avez poussé des relations professionnelles vers des amitiés? Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes un journaliste, vous me dites, Monsieur Jipore Mingono, j'ai constaté que vous n'avez pas critiqué tel, cela veut dire que vous avez une amitié quelconque. Mais si, au sein de l'appareil, je vais vous prendre des exemples, sur l'affaire Martinez, les gens ont dit, voilà Jipore Mingono qui est actionné par Ngongo. D'accord? On a même dit, Jipore Mingono a reçu 500 millions. Je ne sais pas, personne ne peut jamais recevoir plus de 5 millions. Il y en a qui ont dit plus que ça. Ah oui, voilà. Sauf que tu sais très bien que de l'argent au Cameroun ne peut plus, même 5 000 euros, tu ne peux pas faire un tel transfert. Sauf qu'ils ont dit ça. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire quelques mois après, c'est Ngongo que je dénonce fortement. Avant, ils ont dit que J.
était nourri par Mvondayolo. Aujourd'hui, Mvondayolo dit qu'on me paye pour... C'est-à-dire, c'est le même qui disait ça. Et hier, Bankui disait que, le colonel Bankui, que c'est Eko, le patron de la DGRE, qui me nourrissait pour que je le descende. Mais il a été surpris de voir que c'est moi qui suis monté sur Eko. Avant cela, on m'a dit, Motazé était mon plus grand ami de la planète Terre. Aujourd'hui, quand je demande l'arrestation de lui, Paul Motazé, ils ne savent plus quoi dire. Alors vous en concluez quoi? J'en conclus donc que chez moi, je suis objectif. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'un ministre n'est pas concerné par tel, ou bien tel qui n'est pas mon ami, n'est pas concerné par tel problème, je ne le descends pas, je ne le critique pas. Je vais vous prendre le cas même des personnalités comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'était pas en odeur de sainteté avec moi, puisque c'est lui qui d'ailleurs avait initié un élément à la CRTV contre moi, parce que moi je m'opposais à la CAN 2010. Je disais le Cameroun ne sera pas prêt. Mais la CRTV avait fait un tam-tam et tout et tout. Mais Samuel Eto'o aujourd'hui, je peux dire ceci et cela. Sur l'affaire, sur les autres affaires, vous allez me voir que à chaque fois, que ce soit Biya ou n'importe quel ministre, je n'ai fait que prendre une position rectiligne. C'est-à-dire, je ne suis pas ennemi de tel avis. Je suis là pour dénoncer l'État. Alors, parlant de ça, vous avez dit que Pierre-Désiré Ngo était non seulement compétent, mais généreux. Vous l'avez rencontré à Kondengui. Moi, je l'ai rencontré à Kondengui. J'ai fait une interview. Je l'ai trouvé chaleureux, mais pas généreux. Ça veut dire quoi, généreux? La générosité peut s'expliquer par beaucoup de choses. Comme j'ai dit, créer une fondation. Je ne suis pas de son village. J'ai juste eu des témoignages. Beaucoup sont des milliardaires. Ils n'ont jamais rien apporté à leur village, même pas un point d'eau. Il l'a fait. Donc il n'y a pas de l'eau au Cameroun. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de l'électricité. J'ai dit un point d'eau. Si l'eau est dans ton village, un point d'eau. Mais c'est un point d'eau, ce n'est pas de l'eau. Dis plus le même nom. Un point d'eau, ce n'est pas de l'eau. Mais monsieur... Vous dites qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que vous savez que... Dites-moi, un point d'eau, ce n'est pas de l'eau. Lorsque les Camerounais vont te voir en train de faire ce travail guignolesque, clownesque, ils vont te poser une question. Je vais te dire une chose. Il ne pas comme l'autre, il va vous regarder comment. Ils vont te regarder comment. C'est-à-dire les Camerounais savent très bien. Quelqu'un est parti faire un puits dans son village. Il dit, tiens, il n'y a pas d'eau. Mais monsieur, le Cameroun, tous les départements du Cameroun portent le nom d'un cours d'eau. Oui. Alors, si... En dehors des Baboutos. Donc, si tu te retrouves dans un département, à Yaoundé, 4 jours sans eau, moi je vais te dire, ma maison n'est pas loin de celle de Paul Biya et tout dit. Mais je n'ai pas d'eau et on ne parvient pas à trouver de l'eau en bas. C'est-à-dire que c'est une maison inexploitable. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, nous sommes à quel siècle là? Et maintenant tu me dis, parce que Ngo, de façon personnelle avec une fondation est parti faire un cours d'eau. Tu as dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Mais il n'y a pas. Aujourd'hui, les Camerounais sont, parce que tu le sais, tu avais des bornes fontaines. Aujourd'hui, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la santé. Et on constate aujourd'hui que l'eau sort des robinets étant rougeâtre, jaunâtre. Les qualités d'une bonne eau, nous avait-on appris à l'école, c'est incolore, inodore, sans odeur. Aujourd'hui, ça sent l'ompelmekaba. Ça sent le condrécho. Mais l'eau du Cameroun est devenue une autre sauce que vous pouvez même voir des poissons venir à partir des... Donc, voilà les poissons sortent des robinets. Ah non, c'est une façon de rigoler. Castigare mores ridendo, disait Molière, corriger les mœurs sans rien. Il faut parfois détendre, mais ce n'est pas, tu ne vas pas prendre ça au premier. Donc, c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons devant certaines choses, nous devons nous poser des questions par rapport à ce que, quand tu parles de générosité, Ngo, moi je l'ai rencontré en prison. Moi aussi. Et quand moi j'ai rencontré Ngo en prison, il a envoyé quelqu'un qu'on appelle à Tangana. Il était costaud. Parce que moi j'ai été affecté au Kosovo. Tu as fait le Kosovo? Non, non. Bon.
Le Kosovo, c'est 4 mètres sur 5. Et quand j'arrivais, c'était près de 60 personnes à dormir par terre. 3 WC pour 1500 personnes. C'est Ingo qui envoie ce monsieur pour me dire, ne bois jamais même de l'eau, on va t'empoisonner. Et charge ce monsieur de me protéger pour que je sorte de cette prison sans être empoisonné. Et c'est là où on m'apprend pour la première fois que on vient avec les bouteilles de pénicilline et avec une petite épingle. Ils injectent. Ils injectent. C'est grâce à Ingo donc que j'ai au moins pu avoir cette information. Et échapper. Je ne sais pas ce qu'il avait donné à l'autre, c'est-à-dire à Tangana, pour qu'il puisse me protéger. Donc au moins cela, il ne me connaissait pas avant. Mais je parle de cette générosité parce qu'il a eu cet élan de cœur, sinon je vais poser peut-être une dernière question qui nous ramène aussi à ce qui va se passer en 2025. Quels sont pour vous les enjeux de cette élection 2025 au Cameroun, que ce soit la présidentielle, les municipales, les législatives, les régionales? Les enjeux pour vous, vitaux, c'est quoi? Je peux dire le premier enjeu, c'est que le Cameroun doit éviter, je ne sais pas par quelle alchimie, à tomber dans la guerre civile. Johann Wolfgang von Goethe disait en 1829, les ombres qui sont projetés derrière viennent du futur. Et lorsque vous voyez ce qui va se projeter, les ombres au Cameroun, ça peut être comme, je vous ai parlé de la Côte d'Ivoire. Parce que là, nous avons un dirigeant autour duquel se joue la guerre des clans. Et c'est pour ça que je voudrais que les Camerounais sachent pourquoi c'est très important. Parce que justement, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Houphouët était très fatigué, on a vu Ouattara qui faisait les soi-disant hautes instructions. Jusqu'à ce que d'ailleurs il a ramené pour montrer aux Ivoiriens qu'il était toujours présent. Et quand le gars meurt, eh bien, tout un chacun d'entre nous connaît ce qui s'en est suivi parce que il y a eu des guerres de clans qui sont allées jusqu'au coup d'État. Aujourd'hui, quand vous regardez l'armée en ébullition, et quand vous regardez la guerre des clans, c'est-à-dire le clan Gongo, le clan Gondayolo, ou plutôt le clan Boulou et le clan Nanga, sans oublier les autres clans qui sont justement postés pour se dire le moment opportun, nous allons intervenir. À partir de cet instant, je n'ai pas peur des élections, mais j'ai peur des conséquences de l'élection. Ne regarde pas là où tu as lancé la pierre, mais regarde là où tu as glissé. Okay. Merci Jean-Célestin et Merci beaucoup, ce beau duel. Merci. Merci, tu as été performant. Vous étiez respectueux l'un et l'autre pour le plaisir des téléspectateurs. Quelqu'un nous a fait remarquer sur nos plateformes qu'à Paris, on se parle sans se chamailler forcément. Au Cameroun, on se chamaille un peu plus. Vous le reconnaissez quand même. Oui, parfois j'ai de la peine à suivre certains débats, mais bon. C'est vrai que je vois aussi des panélistes qui sont très passionnés, et particulièrement j'aime beaucoup le professeur Baebek, il est beaucoup plus franc, et puis je vois aussi d'autres qui arrivent parfois avec des arguments qui sont très très ronronnants. Et sinon, les débats du dimanche, parfois, je dois l'avouer, ça tourne beaucoup plus à la chamaillerie qu'à la construction et aussi aux démonstrations de force, voire à la gornerie, parce que chacun voudrait montrer que je suis tel, je vaux tel, et ceci et cela n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les plateaux télé.
Nous allons poursuivre avec les autres confrères et nous allons terminer cette émission avec le rôle de la diaspora. Le rôle de la diaspora dans le développement du Cameroun, comment on peut s'organiser afin qu'elle impulse mieux le développement du pays. Ce sera en moins de 10 minutes une question de nos confrères après cette inspiration. Paul Biya n'était pas boulot. Si on lui faisait ça, lui qui venait d'ailleurs, c'est sa maman qui était dans Boumaka. Si on lui faisait ça, qu'est-ce qui devait arriver? Yaoundé s'appelait Ngole Wondo, c'est-à-dire la clôture des Ewondo. Si on faisait ça, il n'y aura jamais un boulot à étudier. Donc réfléchissons à casser d'abord ces frontières. C'est vrai. Les frontières nous donner sont la possibilité à quelqu'un chacun originaire de la Damawa d'être maire de ville à Yaoundé. À Yaoundé. Ou à Douala ou à Bafoussam. Ah oui, et aussi essayer de vanter ce qu'on appelle la méritocratie. La méritocratie, c'est quoi? C'est que vous allez voir, aujourd'hui, certains, lorsqu'ils réussissent, on cherche même à les bloquer. Vous croyez que moi, j'aurai le courage de quitter la diaspora lorsque je me rends compte que quelqu'un qui voulait faire ceci et cela, il ne parvient pas à le faire. Je vous prends un exemple, Ngwachi. Et il y a eu éboulement là-bas. Alain Foucault se lève avec Samuel Eto'o. Ils disent qu'ils vont reconstruire des maisons en Ngwachi. 9 maisons. Ils vont avec leurs moyens. Ils vont voir le maire. Le maire dit, mais c'est pas possible. Et je vais faire des plans pour ceci. On dit, mais non, c'est nous qui venons avec de l'argent. On veut juste offrir. On dit, non, rentrez chez vous. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc dans la diaspora, même quand vous avez vu le mall qui est né là, ça devait être un quartier que les Camerounais devaient monter avec les acteurs internationaux à soi. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a bloqué ces projets-là. Pourquoi? Parce que quand tu es de la diaspora, tu es considéré comme un ennemi, un homme à battre, puisqu'on vous dit que c'est eux qui veulent déstabiliser le pays, c'est eux qui sont partis casser les ambassades, c'est eux qui ont fait ceci, c'est des brigands, c'est ceci et cela. C'est l'image qu'on donne des gens de la diaspora. Et pourtant, c'est cette diaspora qui fait la fierté aussi du Cameroun. C'est cette diaspora qui continue à diriger le Cameroun. J.Point Rimingono. Dernière question de la soirée. D'accord. Ok, J.Point Rimingono, on va revenir un peu justement sur ces réalités du pays. Tout à l'heure, on vous a entendu, on vous a vu presque heurter quand vous vous adressez à Jean-Célestin Idjangé en lui demandant, il aurait souhaité peut-être que vous terminiez comme Martinez Zogo. Donc, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse camerounaise, connaissant justement ces réalités, une jeunesse qui a votre profil, qui a envie de dénoncer, mais qui est justement accablée, qui ne peut pas, qui est impossible de communiquer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, sachant qu'aujourd'hui, ils n'ont plus la chance que vous avez eue de sortir du pays pour pouvoir dénoncer. En restant au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de la chance que je n'ai pas eu quand j'étais au pays. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez avoir n'importe quel profil et dénoncer. Deuxième des choses. Et il y a ce qu'on appelle la loi de la majorité. Et d'ailleurs, la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Les Burkinabés ont été dominés par Compaoré. Il avait son armée. Vous pensez qu'aujourd'hui, lorsqu'ils se sont levés, vous pensez qu'aujourd'hui, au Cameroun, un J.Point Rimingono Junior peut dénoncer de la même façon que vous le faites, étant dans la diaspora? Vous pensez qu'il est possible pour lui de pouvoir dénoncer de la même façon que vous, ici à la diaspora? Vous savez, quand j'étais au Cameroun, les dossiers étaient pimentés, acidulés, vinaigrés. C'était beaucoup plus dangereux que quand je suis... Mais ça vous a valu quand même quelques années de prison. Ça vous a valu de partir du Cameroun. Madame, oui. Si les Noirs ne se battaient pas en Afrique du Sud, les afro-descendants, on serait dans le système d'apartheid. Si Malcolm X ne s'était pas sacrifié, s'il n'y a pas eu tout ça, on serait encore avec des chaînes dans la vie qui ne risquent rien à rien. Et pour se libérer des chaînes, même s'il faut couper le bras,
le pied, faites-le. Je suis un fervent croyant, un chrétien engagé. Jésus-Christ, fils de Dieu, pour venir libérer le peuple. Il pouvait rester au paradis, non? Mais il a accepté la crucifixion. Et il y a un adage qui dit, pour que la couronne tienne sur la tête, il faut que les épines s'enfoncent dans la chair. Non, mais J. Rémy Ngono, la vérité simplement, c'est surtout que vous avez fini par partir. Vous avez fini par partir et ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas cette chance. Donc, je ne sais pas si je vais insister sur la question. Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse? Osez, essayez. Je vous ai dit, en Algérie, c'est un jeune qui est parti s'immoler, non? Il n'avait pas de vie devant lui. Je vous ai dit, là au Sénégal, vous connaissez combien sont morts avant que Macky Sall ne dégage? Je vous ai dit comment est-ce que la Révolution française s'est passée. Vous connaissez combien sont tombés? Vous voulez vivre pour l'éternité? Voir vos enfants grandir? C'est cette peur que le pape Jean-Paul II vous disait. Mais c'est cette peur qui vous a amené à partir. N'ayez pas. Vous êtes parti, vous aussi. Mais ne vous en faites pas. C'est pour... Si je suis parti, j'ai combattu. Tout comme aussi on vous dit on meurt. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai fait des longues années de combat. Comme on te dit, ce n'est pas une arrestation. Madame, on vous parle au moins de 20 arrestations avec des bastonnades. J'ai des blessures dans ma chair. J'ai des traumatismes. Mais vous croyez que quand je le faisais, je ne savais pas que je risquais ma vie? C'est parce que j'ai vu les autres le faire. Vous savez, si tous les fruits voulaient rester sur des arbres, on n'aurait plus de graines qui devraient faire que notre fruit. Merci J. Rémy Ngono d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé tout ce temps avec nous, un peu plus de 2 heures au chrono. Merci de nous avoir accueillis à Paris aussi. Nous allons poursuivre la série avec la diaspora camerounaise, mais nous arrêtons pour vous dire que nous avons été particulièrement émus de vous avoir ce soir. Merci à Olivier Onogo. C'est moi qui vous remercie. Avec tous les moyens techniques de Vox Africa. Merci Armel Pifo. Merci à Jean-Célestin Diangue qui était là. Merci également à Kani Dia. J'y arrive, c'est votre collaboratrice, votre charmante collaboratrice qui a apporté beaucoup de couleurs à cette émission. On se retrouvera certainement bientôt. À une autre